Les chauffeurs de la ville de Kinshasa ont décidé de sécher le travail pour protester contre les tracasseries dont ils sont victimes de la part des agents de l'ordre et contre la hausse de carburant. Une grève de transport en commun s'est observée dans la matinée de ce lundi 29 juillet 2024 dans la ville de Kinshasa, pénalisant plusieurs personnes qui devaient s'y rendre sur leur lieu de travail. Des foules étaient visibles aux arrêts de bus, comme on peut le voir sur ces images, dans l'espoir de trouver un bus. Mais je ne sais pas aller. Comme il y a la grève comme ça, je ne peux pas aller. Il n'y a pas les transports. Il y a les chauffeurs qui revendiquent concernant la taxation des prix. Parce que les chauffeurs réclament que avant de fixer le prix, il faut réduire d'abord le prix du carburant. C'est ça le problème. Et vraiment, ça fait mal parce que nous, la population, nous sommes presque abandonnés. Nous sommes abandonnés dans notre triste sort. Il y a l'absence de l'autorité de l'État. Cette absence est due parce que l'État ne fixe pas les prix et l'État ne fait presque rien. Le transport est abandonné aux mains de receveurs. Les receveurs taxent les prix par leurs humains et vous voyez la conséquence que nous subissons maintenant. Cet autre usager qui n'a pas pu se rendre à son lieu de travail sollicite l'implication de l'État pour pallier à cette situation. Là, nous sommes fatigués avec ça, nous sommes vraiment très fatigués parce que l'État doit vraiment prendre une décision très forte pour ça, parce que là, ça nous complique. Je devais me rendre au bureau et je me pose la question comment je vais arriver au bureau, parce que là, le moto déjà ça coûte 5 000 francs par personne, c'est vraiment très compliqué. Donc l'État doit vraiment trouver une solution pour ces agents. Ce chauffeur de taxi est sorti malgré la menace de ses collègues. Il affirme qu'il fait des courtes courses pour aider la population. Il y a trop de tracasseries, on aide juste la population, mais en tant que chauffeur, il fallait que je grève comme mes collègues. D'ailleurs, je compte arrêter d'ici là parce que beaucoup de mes collègues me menacent et je subis une forte pression. Les quelques bus qui se positionnent pour faire le transport ont été menacés par leurs collègues, décidés de faire respecter le mot d'ordre de grève. Toutefois, la situation est revenue un peu à la normale aux environs de midi dans certains coins de la capitale. Dès l'ouverture de l'audience de ce lundi 29 juillet 2024, le ministère public a sollicité l'adjonction du dossier des prévenus en instruction au regard de la connexité des faits. Après s'être retirée, la Cour a rendu un arrêt avant de dire droit dans lequel elle a ordonné l'adjonction. L'un des avocats de Nanga Baseyan a fait valoir que son client a été arrêté de manière arbitraire parce qu'il porte le même nom qu'un des prévenus en fuite et qu'il a été appréhendé dans une concession appartenant à ces prévenus. Finalement, la Cour a rejeté la demande de liberté provisoire. À l'audience du jeudi 25 juillet 2024, Nanga Baseyan a nié toutes les accusations portées contre lui, affirmant qu'il n'est pas membre de l'AFC et qu'il n'a jamais été en contact avec les autres accusés. À noter que parmi les accusés, Vianney Karazama, autrefois la voix du mouvement rebelle en 2012, a été ajouté à la liste des prévenus. Des photos de lui ont récemment circulé dans des zones occupées par le M23 et selon plusieurs sources, il était retiré au Rwanda. Il est désormais poursuivi comme les 25 autres accusés. L'auditeur a saisi la Cour pour intégrer Karazama au procès en raison de la connexité de faits. La Cour a pris ses demandes en délibéré, suspendant l'audience en attendant de se prononcer sur cette nouvelle inclusion. Au cours de cette réunion, tenue par la chef du gouvernement, le gouverneur de la ville de Kinshasa a regretté que les transporteurs n'aient pas donné un préavis de grève malgré le cadre de concertation qui existe entre l'exécutif provincial et les opérateurs privés. Qu'à cela ne tienne, les mesures sont prises pour que la situation revienne à la normale, a assuré Daniel Bumba à la première ministre. Il était question de brosser la situation, comme cela s'est révélé ce matin, par cette grève que nous qualifions sauvage, parce qu'il n'y a pas eu un préavis.
alors que nous avons un cadre de concertation au niveau de la ville où le gouverneur entretient des relations directes avec les opérateurs privés et vont dans les secteurs de transport urbain. Et nous assurons que le cadre de concertation va continuer parce que c'est là où que nous débattons sur les questions essentielles. Et quant aux tracasseries, nous tenons à soulever ici, il est juste des questions de contrôle de routine des agents de division de transport. Et d'ailleurs, cette mission-là ne concerne que, alors que la pratique de affichage des itinéraires pour éviter les demi-terrains et affichage aussi de prix. Autre cas de mouvement de grève examiné, c'est celui des agents de la société Transco. À ce sujet, la première ministre a donné des instructions aux ministres concernés, notamment le vice-premier ministre, ministre de Transport et Voies de Communication, ainsi que le ministre des Finances. La réunion de tout à l'heure, c'était un peu une réunion pour faire le point des différentes activités qui ont pu se faire autour de chaque ministre dans la journée, parce qu'il s'agissait de la grève évidemment de transporteurs privés, mais vous savez aussi que l'État intervient à travers Transco, mais qu'il existe aussi Transacademia, qui est dédié spécifiquement aux étudiants. Donc il était question, par exemple, pour le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, de faire le point des discussions avec les différents syndicats, notamment ceux de Transco, pour voir dans quelle mesure cette société peut opérer pleinement. Au terme de ces discussions, les gouvernements ont annoncé que des décisions seront prises en ce qui concerne la gestion quotidienne de Transco, tenant compte des revendications des travailleurs. En attendant, le gouvernement va apurer 2 mois d'arriérés des salaires des employés et approvisionner la société en carburant. La même démarche ou presque sera entreprise en ce qui concerne Transacademia, la société dédiée au transport des étudiants. Après une semaine de grève, les agents de la Société nationale de transport en République démocratique du Congo ont repris ce mardi 30 juillet 2024 leur activité. Leurs revendications ont trouvé une solution après un compromis trouvé entre le bon syndical et le gouvernement congolais, représenté par le ministre de tutelle. C'est ainsi qu'il a été décidé le paiement des arriérés de 2 mois de salaire des agents et la reprise de la subvention de cette société en carburant à raison de 600 mètres cubes par mois et tant d'autres avantages pour l'amélioration des conditions de vie des agents, d'où l'appel à la reprise de travail. Pour nous, agents de Transco, au sortir de cette réunion, nous retenons que nos 2 mois d'arriérés de salaire viennent d'être payés et que nous descendons au ministère des Finances pour prendre tous les documents et les montrer à la face du monde que nos 2 mois ont été payés aujourd'hui. Aussi, nous avons été dotés de 600 mètres cubes et puis son Excellence Jean-Pierre Bemba Gombo a promis de nous ravitailler en carburant chaque mois. Il en sera ainsi, puisque ces résolutions sont prises. Nous demandons à tous les agents de Transco de reprendre le travail. Suite aux accusations des mauvaises gouvernances portées par les agents contre le comité de gestion, il a été décidé d'un audit sur la manière dont la société a été gérée ces derniers mois. Aussi, une tripartite sera convoquée de mercredi prochain pour se pencher sur le plan de relance de cette société étatique. Un audit diligenté par son Excellence qui commence aujourd'hui. Et il est demandé à tous les agents Transco qui détiennent de preuves sur la mégestion de contacter les auditeurs pour que un rapport circonstancié soit dressé et après ces rapports-là, des décisions seront prises. Un plan de relance pour Transco va commencer à la journée de mercredi. Concernant les allocations scolaires, ils seront payés au plus tard le 15 août à tous les agents. La levée de la grève à Transco sera un offre de soulagement pour la population qui a éprouvé d'énormes difficultés pour se déplacer en l'absence de ces bus à travers la ville. Des bus qui sont souvent pris d'assaut à cause du faible coût de la course. C'est un satisfecit pour le gouverneur du Kasaï oriental, Jean-Paul Mbouébois, qui a obtenu le lundi 29 juillet 2024 les quitus des députés provinciaux pour exécuter son programme de gouvernance. Ce programme a été présenté en séance plénière à l'Assemblée provinciale par le chef de l'exécutif provincial. Il est basé sur 14 axes prioritaires, notamment l'agriculture, la pêche et l'élevage, la paix et la sécurité, ainsi que le développement. Au total, 21 élus provinciaux sur les 21 présents ont voté pour ces vastes programmes. Nos grèves
avoir des indicateurs, des chiffres. Ce discours, c'est un discours stratégique. J'ai un plan opérationnel où vous trouverez tous les indicateurs et les chiffres qui afférents. Je dois avoir dit dans mon programme d'action ce matin que certaines actions seront menées par les ministères et les ministres sectoriels. Ces programmes de gouvernance est soutenu par des indicateurs et des chiffres inclus dans son plan opérationnel qui sera exécuté par le membre du gouvernement, chacun dans son secteur. Moi et mon gouvernement, nous ferons tout ce qu'il faut pour que ce slogan « Agriculture, priorité des priorités » soit une réalité cette fois-ci. En deuxième lieu, je crois avoir parlé plusieurs fois de la numérisation, de la gestion des finances publiques et de la régie financière. Après avoir répondu aux préoccupations des députés provinciaux, le programme du gouvernement provincial du Kasaï oriental a été voté à travers une motion d'investiture. L'article 1er est approuvé à la majorité de 21 voix pour, aucune voix contre, aucune abstention du programme du gouvernement provincial présenté par le gouverneur Mbeko Kampo Jean-Paul au cours de la séance plénière du lundi 29 juillet 2024. Article 2. Sont investis en conséquence les ministres provinciaux nommés conformément à l'article 198 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Composé des 10 ministres provinciaux, le gouvernement provincial du Kasaï oriental peut désormais se mettre au travail. Son investiture marque la clôture de la session extraordinaire ouverte à l'Assemblée provinciale. Ces manifestants, composés des contrôleurs et agents administratifs du travail nouvellement recrutés, ont pris d'assaut le gouvernorat de la province du Sud-Kivu pour faire entendre leur voix. Ces agents de l'administration publique revendiquent leur prise en charge complète, dont le paiement des 10 mois d'arriérés de salaire, ainsi que le prime de fonctionnement et motivation, conformément aux instructions données par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, lors du 131e Conseil des ministres du 29 mars 2024 du gouvernement Sama II. Les nouveaux recrues n'ont jamais touché à leur salaire depuis leur recrutement étant agents de l'inspection générale du travail, intervenus lors du concours organisé par le ministère du Travail et Prévoyance sociale et le ministère de la fonction publique. Cette action s'inscrit dans le cadre de l'exercice des droits et libertés fondamentaux garantis par l'article 26 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Partager le rapport des résultats du cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable pour l'exercice 2023, c'est l'objectif de la rencontre qui a eu lieu le 30 juillet 2024. Une cérémonie qui s'inscrit dans le cadre de l'engagement renouvelé du système des Nations Unies, celui de renforcer la redevabilité et la transparence de ses interventions vis-à-vis du gouvernement, de ses partenaires et du public en général. Ce rapport met en exergue les résultats atteints, fruit de la coopération entre la RDC et les Nations Unies par rapport aux objectifs fixés dans le cadre de coopération 2020-2024. Bruno Lemarquis, coordinateur résident du système des Nations Unies, indique que 2023 a été une année critique, marquée par des défis sécuritaires et humanitaires pour la RDC. En 2023 également, du fait de la dégradation de la situation sécuritaire, il y a eu aussi une dégradation de la situation humanitaire qui demeure dramatique. C'est, comme vous le savez, une crise les plus prolongées du monde, les plus graves, les plus complexes, les plus négligées, et moi j'ajoute depuis 6 mois maintenant, les plus tolérées au monde. Il y avait 6,8 millions de personnes déplacées internes fin 2023, et elles sont aujourd'hui 7,3 ou peut-être même plus, puisque à chaque, par exemple, avancée du M23, ce sont de nouveau des centaines de milliers de personnes qui sont déplacées.
Le pays accueille aussi de manière très solidaire et généreuse plus de 500 000 réfugiés et demandeurs d'asile de pays voisins. Dans son rapport annuel, le système des Nations Unies s'est focalisé sur 3 domaines de coopération avec les pays. Il s'agit de la consolidation de la paix, le respect des droits humains, la protection des civils, la cohésion sociale et la démocratie, la croissance économique inclusive et les développements durables et l'accès aux services sociaux de base et l'assistance humanitaire. Pour le vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide humanitaire, le rapport de l'exercice 2023 du plan cadre de coopération permet aux uns et aux autres de prendre conscience des efforts déployés au cours de 5 dernières années. Guylaine Yembo est revenu sur les indicateurs du nouveau programme quinquennal. Ce rapport constitue et ouvre la voie pour le renforcement de partenariats stratégiques pour des actions futures. Les rapports annuels du plan cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable se veut bien plus encourageant qu'il ne paraît. Mieux, il se veut un aperçu des futurs possibles en matière de coopération entre notre pays et les systèmes des Nations Unies, tant il nous permet, aussi bien conjointement que singulièrement pour chacune des parties, de dégager les meilleures pratiques en vue de promouvoir le développement durable en République démocratique du Congo et ailleurs dans le monde. Cette étape offre également l'opportunité, après 4 années de mise en œuvre du cycle de coopération 2020-2024, d'étirer les leçons permettant de réajuster la planification pour l'avenir et de présenter nos priorités pour 2024. Ces résultats rendus publics concernent toutes les entités des Nations Unies présentes en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, a adressé ce 30 juillet 2024 un télégramme à toutes les autorités provinciales sous-secteur, entre autres le gouverneur de province. Le patron de l'Intérieur recommande quelques mesures en vue de la célébration de la journée du génocide congolais, désormais célébrée chaque 2 août. Parmi ces mesures à respecter, il invite les dites autorités à faire observer une attitude de deuil dans leurs entités. Vous saluer, vous instruire pour célébrer le génocide congolais institué par la loi numéro 22/065 du 26 décembre 2022, article 22 qui fixe le principe fondamentaux relatif à la protection des victimes et des violences sexuelles liées au conflit et aux crimes contre la paix et à la sécurité de l'humanité. À partir du 1er août, en vue de commémorer la journée nationale des hommages, à observer ce qui suit, organiser des manifestations commémoratives dans vos entités respectives, mettre en berne le drapeau du 1er au 2 août, faire observer une attitude de deuil, organiser un culte écuménique en mémoire de nos 12 millions de morts. Stricte application, peut-on lire sur ces télégraphes dont une copie est parvenue à votre rédaction. Il convient de rappeler que lors de la réunion du Conseil des ministres du 12 juillet, le président de la République Félix Tshisekedi a instruit le gouvernement à prendre des mesures idoines pour la célébration du génocide congolais. Commémoration du génocide en RDC, Jacquemain Chabani invite tous les gouverneurs à faire observer une attitude de deuil. Ce report, indique Ivan Kazadi, est pour permettre aux familles politiques de lever le préalable lié à la répartition de postes conformément à l'article 26 alinéa 3 du règlement intérieur. Le bureau provisoire du Sénat constate qu'à ce jour, aucun rapport provenant des 10 familles politiques ne lui est parvenu. À cet effet, il se retrouve en difficulté de recevoir les candidatures au bureau définitif à la date indiquée par le calendrier, peut-on lire dans ses communiqués. En définitive, le bureau Kindwelo invite les sénateurs ainsi que leurs familles politiques à dégager les consensus autour de la répartition de postes à attribuer à chaque famille politique dans l'urgence pour permettre au processus déjà enclenché d'aboutir à l'installation du bureau définitif dans un bref délai. L'Assemblée provinciale de Kinshasa ouvre sa session extraordinaire ce samedi 3 août. Dans un communiqué de l'organe délibérant de la capitale congolaise, les députés sont invités à prendre part à cette session conformément à la décision du 31 juillet 2024 portant convocation de l'Assemblée provinciale de Kinshasa en session extraordinaire. Au menu de cette session est prévue l'investiture du gouvernement provincial révisé de Daniel Bumba, après avoir été recalé par le ministre de l'Intérieur pour avoir déposé
dépassé le nombre de membres requis par la Constitution. Un mois plus tard, un nouveau gouvernement a été rendu public avec 10 membres. Les précédents gouvernements comptaient 10 ministres et 10 autres membres sous le titre de commissaire dont les attributs ressemblent à ceux de ministres provinciaux. Conséquence, le gouvernement n'a pas été installé alors que les vacances parlementaires étaient à la porte. Dans ces nouveaux gouvernements figurent Jésus Noël Cheke, ministre du Plan, Budget, Emploi et Tourisme, Bob Amisso, ministre de Transport, Mobilité urbaine, Patricia Ngongo, ministre de la Santé, Hygiène et prévention, ou encore la seule femme de ce gouvernement, Yvette Tembo, au poste de ministre de Finances et Économie. Le pillage et le trafic illicite de minerais des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu ont fait l'objet d'un entretien de mercredi 31 juillet 2024 à Goma entre le ministre national des Mines Kizito Pakabomba et les gouverneurs de ces provinces Peter Chirimwami et Jean-Jacques Perouzi. Nous avons abordé les aspects de traçabilité parce que la guerre nous imposée a comme source principalement le pillage des ressources naturelles de la RDC. Donc nous avons abordé les aspects de traçabilité, mais également les aspects de climat des affaires, qui est important parce que dans ces moments difficiles, la province a le besoin toujours de continuer à mobiliser des recettes pour pouvoir faire face aux besoins, je dirais, continus de la vie de la province. Le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Perouzi, qui a fait le déplacement des Goma, a discuté avec le ministre de Mines sur les problèmes d'insécurité causés par les groupes armés qui sont à la recherche de minerais dans sa province. Cette situation n'est pas favorable au développement de la province. Je suis venu spécialement rencontrer le ministre national des Mines, M. Kizito Pakabomba, pour échanger sur la problématique liée à la gouvernance du secteur minier dans la province du Sud Kivu, laquelle gouvernance pose un problème très très sérieux pour le développement, pour la guerre, pour tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. C'est-à-dire concrètement, au lieu que ce secteur génère du développement, de la prospérité, comme le souhaite le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce secteur il génère pillage, misère, contribution à la destruction de l'environnement, manque d'infrastructures. Et nous sommes venus régler ça avec son Excellence, Monsieur le ministre national des Mines. Les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu sont parmi les provinces riches en minerais, ici en République démocratique du Congo, mais victimes des pillages des groupes armés soutenus par certains pays voisins, notamment les Rwandais. Ce report, indique Ivan Kazadi, est pour permettre aux familles politiques de lever le préalable lié à la répartition de postes conformément à l'article 26 alinéa 3 du règlement intérieur. Le bureau provisoire du Sénat constate qu'à ce jour, aucun rapport provenant des 10 familles politiques ne lui est parvenu. À cet effet, il se retrouve en difficulté de recevoir les candidatures au bureau définitif à la date indiquée par le calendrier, peut-on lire dans ses communiqués. En définitive, le bureau Kinduelo invite les sénateurs ainsi que leurs familles politiques à dégager les consensus autour de la répartition de postes à attribuer à chaque famille politique dans l'urgence pour permettre au processus déjà enclenché d'aboutir à l'installation du bureau définitif dans un bref délai. L'Assemblée provinciale de Kinshasa ouvre sa session extraordinaire ce samedi 3 août. Dans un communiqué de l'organe délibérant de la capitale congolaise, les députés sont invités à prendre part à cette session conformément à la décision du 31 juillet 2024 portant convocation de l'Assemblée provinciale de Kinshasa en session extraordinaire. Au menu de cette session est prévue l'investiture du gouvernement provincial révisé de Daniel Bumba, après avoir été recalé par le ministre de l'Intérieur pour avoir dépassé le nombre de membres requis par la Constitution. Un mois plus tard, un nouveau gouvernement a été rendu public avec 10 membres.
Les précédents gouvernements comptaient 10 ministres et 10 autres membres sous le titre de commissaire dont les attributs ressemblent à ceux de ministres provinciaux. Conséquence, le gouvernement n'a pas été installé alors que les vacances parlementaires étaient à la porte. Dans ces nouveaux gouvernements figurent Jésus Noël Cheke, ministre du Plan, Budget, Emploi et Tourisme, Bob Amisso, ministre de Transport, Mobilité urbaine, Patricia Ngongo, ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, ou encore la seule femme de ces gouvernements, Yvette Tembo, au poste de ministre de Finances et Économie. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il n'y a pas de magie que d'obtenir toutes les énergies. Nous avons eu le temps d'étudier, d'analyser la situation et de la porter auprès de tous les acteurs qui pouvaient donner solution à cette situation. Et l'événement d'hier était comme une goutte d'eau qui a fait déborder la vase. Donc, avec le déguerpissement cavalier qui a eu lieu à l'immeuble Cameroun et le raid que ce groupe a effectué à la résidence de l'ancien président de la République ont fait que nous puissions appréhender quelques-uns en flagrance et ceci, l'enquête étant, ça nous a conduit à identifier les lieux de provenance des malfrats qui ont troublé l'ordre public hier. Là, nous voudrions remercier le président de la République, chef de l'État, par son impulsion et toute sa hiérarchie, et toute la hiérarchie qui l'accompagne, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le commissaire général de la police, le gouverneur des provinces, tous les services de sécurité qui ne faisaient qu'étudier de quelle manière trouver une solution définitive à ce problème. Et aujourd'hui, nous y sommes là. La population d'ici peut bénéficier de ces quartiers et nous promettons de laisser une police qui va assurer la permanence et qui va continuer à rassurer toute la population de ce coin. Et c'est là, je crois, jusque pendant toute la période qui vient. La République démocratique du Congo commémore ce vendredi 2 août le génocide congolais, tristement connu sous le nom de Génocide, le génocide pour des gains économiques. Cet événement marquant la lutte contre l'exploitation économique qui a coûté la vie à de nombreux Congolais est souligné par des cérémonies à Kisangani. La première ministre Judith Suminwa Tuluka, représentant le président Félix Tshisekedi lors de cette journée des mémoires, a adressé un message puissant. Après une visite au site de commémoration installé à la mairie de Kisangani, elle a écrit dans les livres d'espoir: « Nous ne sommes pas de pleurnichards, il s'agit d'un devoir de mémoire. Plus jamais seuls, nous n'abandonnerons pas, nous continuerons à lutter pour la paix en RDC afin que notre population puisse à jamais profiter de nos richesses. Et pour cela, tous ensemble soyons solidaires. » La journée commémorative du génocide congolais Génocide est un événement annuel visant à rendre hommage aux victimes des conflits prolongés en République démocratique du Congo. Créée par la Congolese Action Youth Platform, cette initiative cherche à officialiser le 2 août comme une journée de commémoration pour honorer ceux qui ont perdu la vie dans la longue histoire de violence du pays. Le terme génocide, une combinaison de génocide et coup, est utilisé pour refléter la dimension économique du génocide en RDC. Les organisateurs affirment que ce nom illustre l'exploitation économique qui a conduit à cette tragédie. Cette journée est un moment de réflexion et de solidarité, rappelant la nécessité de persévérer dans la lutte pour la paix et la justice en République démocratique du Congo.
Le président angolais João Lourenço a tenu des discussions téléphoniques cruciales ce jeudi avec son homologue rwandais Paul Kagame, centré sur l'accord de cessez-le-feu récemment obtenu à Luanda. Cet accord signé lors de pourparlers entre les délégations ministérielles de la République démocratique du Congo et du Rwanda a été facilité par la médiation de la République d'Angola. La veille, le président Lourenço s'était également entretenu avec le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour aborder le mêmes enjeux. Le cessez-le-feu est un développement majeur dans les conflits de longue date dans l'est de la République démocratique du Congo et il est prévu d'entrer en vigueur à minuit le dimanche 4 août 2024. La réunion ministérielle de ce mardi à Luanda, orchestrée par l'Angola, a permis d'établir un cessez-le-feu qui sera surveillé par un mécanisme de vérification ad hoc renforcé. Ces efforts diplomatiques arrivent à un moment critique alors que le processus de paix de Nairobi est au point mort. Le président Tshisekedi avait précédemment critiqué la gestion du processus de Nairobi par le président kenyan William Ruto, affirmant que celui-ci avait pris parti pour le Rwanda. Les efforts de médiation du président angolais João Lourenço ont été salués par la communauté internationale. Après la Belgique, la France, l'Union européenne et la MONUSCO, le Royaume-Uni, les États-Unis ont également exprimé leur satisfaction concernant l'accord de cessez-le-feu entre la RDC, le Rwanda et l'Angola. La Maison-Blanche a salué les efforts de médiation de Lourenço et a exhorté toutes les parties à respecter les droits de l'homme et les obligations du droit international humanitaire.